Salut. Aujourd'hui, je vais vous parler de stars du cerveau, en fait, qui ont été définies par The Brain of the Year, qui a été fait par l'association Brain Trust. Donc Brain Trust, c'est une association en Angleterre qui définit, en fait, qui essaie de mettre à la lumière du jour les meilleurs cerveaux, les potentiels, et qui essaye et qui a pour but, en fait, d'exploiter au maximum le cerveau des gens pour faire émerger plein de connaissances, plein de découvertes, plein de choses en fait qui seront utiles après. Et c'est pour ça ils sont pas mal associés aussi avec beaucoup d'écoles, donc des écoles, l'école d'Oxford en Angleterre. Donc je vous mets un petit lien dans la description. Vous irez voir pour ceux que ça intéresse. Je vais donc vous citer différents noms qui m'ont assez interpellé concernant l'utilisation. En fait, c'est pas forcément des génies, enfin pour certains si, mais c'est plus sur la manière d'utiliser leur cerveau, l'approche qui est un peu différente pour la plupart. Il y a de nombreuses personnes qui ont gagné ce Brain of the Year. Pour vous citer déjà les premiers exemples, par exemple il y a le professeur Michael Crawford qui lui a découvert que la nutrition et la manière de manger avaient une influence sur la manière de réfléchir en fait. On a aussi Garry Kasparov qui est un grand joueur d'échecs qui fait partie aussi de ce classement et qui a été parmi les élus de Brain of the Year. Parmi ces exemples il y a aussi Ray Fat qui lui a découvert que la limite de cerveau était, la limite cérébrale de stockage était très très haute, c'est-à-dire à tel point que même en apprenant 10 informations par seconde, pendant 100 ans, on n'arrivait même pas à saturation de la mémoire. Mais parmi tous ces cerveaux de l'année, il y en a certains qui m'ont interpellé, c'est ceux-là que je vais partager avec vous maintenant. Le premier de cette liste, c'est Dominic O'Brien qui détient 8 victoires de la plus grosse mémoire au monde et également le plus gros record de mémorisation du monde parce qu'il a retenu 2808 cartes à jouer à la suite dans l'ordre en faisant seulement 8 erreurs et parmi ces 8 erreurs, 4 ont été rectifiées par lui directement. Donc c'est le plus gros record, ce qui est pas négligeable quand même, 2808 cartes, je veux dire... Tu peux essayer, hein. Essaye, j'attends. Tu reviens, je vais manger un kebab. Ioannis Ikonomou, le nom de ce grec vous évoque peut-être quelque chose, car il travaille actuellement au Parlement européen, il est chef des traducteurs. Pourquoi chef des traducteurs? Parce qu'il maîtrise 47 langues au total, couramment, 47 langues. Donc certaines sont des langues courantes et d'autres sont des langues mortes, mais la plupart sont des langues vivantes. Et comment il a appris? C'est une passion pour lui de parler une autre langue, un autre langage, puisqu'à l'âge de 5 ans déjà, il parlait déjà l'anglais, en plus du grec, et il a toujours aimé apprendre les langues au lieu de partir faire du sport, de partir faire un autre divertissement, il apprenait sans cesse des langues, et pour lui surtout, la langue n'était pas une finalité en soi, mais plus une méthode pour arriver, un outil pour utiliser ensuite ce qui l'intéressait vraiment, à savoir l'histoire d'un pays, la culture, la communication, et le voyage. Voilà quelque chose qui le motivait réellement et au final l'approche était complètement différente puisque il apprenait la langue pour ensuite s'en servir pour ça. Donc c'est-à-dire que contrairement au système parfois français d'apprentissage des langues, l'apprentissage était totalement différent pour Ioannis puisque il y avait vraiment un but réel recherché derrière. Et c'était pas vraiment de l'apprentissage pour de l'apprentissage. À l'inverse, dès qu'il commence à apprendre une langue, il commence d'abord par apprendre l'histoire de cette langue et les différentes étymologies de la langue. Marion Tinsley, un multiple champion d'échecs lui également, un petit peu plus âgé que Garry Kasparov. Lui, il a tout simplement eu seulement, je crois de tête 7, il a eu 7 défaites. Seulement dans toute sa carrière de joueur d'échecs. Et en fait, il en a eu marre de jouer contre des humains. Voilà, le gars gagnait tout le temps contre des humains, donc au bout d'un moment, il a voulu jouer contre un ordinateur en championnat. Et en fait, l'ordinateur, c'est un logiciel Chinook qui a enfin été entré en championnat dans les années 90, donc comme un réel adversaire. Et il a réussi à battre le logiciel Chinook de nombreuses fois. Et alors que ce logiciel est capable à la minute de calculer 3 millions de coups à la minute et il a 27 milliards de possibilités au total dans son logiciel. Et lui a réussi à battre un logiciel de cette manière.
Voilà, c'était son objectif. Les humains, ça ne l'intéressait plus, c'était les logiciels. On a aussi le spécialiste dans les sciences cognitives, Edward de Bono, qui lui a découvert, a créé la pensée latérale en fait. Contrairement à la pensée verticale qui va être pour valider une hypothèse, de partir des faits, de conclure, etc., qui va être très verticale et très linéaire, il a défini la pensée latérale qui permet en fait d'utiliser plusieurs possibilités pour arriver à une conclusion finale. C'est-à-dire pour par exemple procéder à une nouvelle manière d'atterrir plus rapide et plus efficace des avions, par exemple, peut-être certains sont à cette recherche-là, et ben prendre en compte le fait que les avions pourraient peut-être atterrir sur le dos. Voilà, prendre des choses qui nous paraissent absurdes et des choses qui sont au-delà des sentiers battus, mais qui sont de l'ordre de l'imagination, de les prendre en compte comme une hypothèse totalement possible et plausible. Et en fait, ça sert à arriver à des conclusions qui ne seraient pas du tout arrivées si on avait pensé comme la pensée verticale. Donc ça, c'est une manière de la pensée latérale, et ça a permis beaucoup de choses de penser hors du cadre, notamment la disruption. La disruption, ça concerne le fait qu'un produit, par exemple, on parle pour un produit d'une nouvelle technologie, remplace entièrement l'ancien produit, il remplace entièrement toutes les facettes de ce produit en les améliorant ou en les faisant d'une autre manière qui est beaucoup plus avantageuse pour la personne qui l'utilise, pour l'utilisateur. C'est par exemple le cas aujourd'hui, le fait qu'on n'utilise plus de Walkman ou ni même de MP3, ou très peu du moins, parce que les portables, les smartphones peuvent absolument assurer ça en faisant des choses beaucoup plus pratiques et en rendant la vie beaucoup plus pratique. Mais Edward de Bono ne s'arrête pas là. Et oui, là j'ai pris mon petit papier, ça devient un petit peu plus compliqué. Il a créé aussi par exemple la théorie des 6 chapeaux. Donc ça en fait c'est une théorie qui consiste à une hypothèse ou un fait de vie, le passer dans 6 filtres différents, des chapeaux en l'occurrence, pour pouvoir ensuite retrouver une solution ou prendre une décision. Donc on a par exemple le premier chapeau qui est le chapeau blanc, le chapeau de la neutralité, qui est quels sont les faits de manière la plus neutre à juger, quels sont les faits, qu'est-ce qui se passe actuellement. Le deuxième chapeau, c'est le chapeau rouge, qui concerne les émotions. À ce moment-là, à ce moment de ces faits, qu'est-ce que j'ai ressenti comme émotion. Le troisième chapeau, c'est le chapeau vert de la créativité. Là, c'est exactement celui-là qui englobe la pensée latérale que je vous ai expliqué. Comment je pourrais penser autrement, comment je pourrais imaginer autrement. Ensuite, le quatrième chapeau, c'est le chapeau jaune, le chapeau de l'optimisme. C'est-à-dire avoir une critique positive de ce phénomène. Voir, ok, donc ça, il s'est passé ça. Qu'est-ce que je peux en tirer positivement? Qu'est-ce qui est positif dans cet aspect-là? Le chapeau noir, ensuite, c'est le chapeau des risques. Quels sont les risques à ce phénomène? Quels sont les risques de cette hypothèse? Et ensuite, c'est le chapeau bleu. Donc le chapeau bleu, c'est en prenant en cause tous les chapeaux que j'ai pu établir, tous les filtres, quelles solutions je peux apporter à ça. Donc c'est une technique qui est très utilisée, c'est pour les personnes que ça pourrait inspirer, que ça pourrait aider. Je vais mettre le lien en description de son livre, du livre d'Edward de Bono concernant les 6 filtres de chaque chapeau pour pouvoir réagir à la vie. C'est une hypothèse qu'il a établie avec beaucoup de créativité, en utilisant beaucoup la créativité par les personnes. Dans cette liste de personnes, on a également un prix Nobel du début du XXe siècle, Richard Feynman. Alors lui, peut-être sa technique va vous dire quelque chose, peut-être que le nom vous dit rien, mais vous allez voir, sa technique est très simple en fait. Et il a découvert que pour apprendre mieux les choses, pour mieux connaître, il fallait pas connaître le nom, par exemple d'un concept, seulement connaître le nom et après associer l'idée, il fallait d'abord associer l'idée et après le nom découler tout seul. C'est-à-dire, et pour apprendre au maximum du coup le contenu d'un concept, donc il fallait par exemple choisir le concept qu'on décide d'étudier et pouvoir l'assimiler, le comprendre et pouvoir l'expliquer à un enfant de 3 ans. Et donc ça, on nous l'a souvent dit, expliquer à un enfant de 3 ans, et donc c'est Richard Feynman qui a déterminé qu'en expliquant à un enfant de 3 ans, on était obligé de vulgariser au maximum la chose et obligé de la maîtriser. Et si on n'arrive pas parfaitement à l'expliquer à un enfant de 3 ans, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas le sujet, et à ce moment-là, il faut réessayer à recomprendre et à faire un feedback sur les lacunes qui nous ont pas permis justement d'expliquer à cet enfant de 3 ans le concept, pour pouvoir enfin le dire à cet enfant de 3 ans et l'expliquer de manière vulgarisée. Alors c'est un concept qui paraît assez simple, mais justement auparavant ça n'a jamais été réfléchi comme ça. Et par exemple c'est un concept c'est une technique surtout que beaucoup ont utilisé, dont Elon Musk, le créateur de Tesla, les voitures électriques, et qui crée aujourd'hui un des plus gros entrepreneurs et une des plus grosses fortunes au monde,
qui explique qu'il utilise tout le temps cette technique Feynman pour pouvoir comprendre un concept, pour pouvoir apprendre quelque chose. Il utilise toujours d'abord apprendre le concept plutôt que le nom, vraiment comprendre le sujet et pouvoir l'expliquer à un enfant de 3 ans. Et pour moi, ma star numéro 1 qui, oui, fait partie du Brain Trust et qui a été élu Brain of the Year et qui maintenant est même professeur dans des écoles, notamment celle d'Oxford que je vous ai dit. Je vais pas vous faire patienter plus longtemps. C'est Tony Buzan. Tony Buzan, c'est qui? C'est le créateur des mind maps. Pour ceux qui ne connaissent pas les mind maps, je leur conseille ce livre. Mind Map, Dessine-moi l'intelligence, qui est absolument bien écrit, et puis pour le coup qui est écrit par Tony et Barry Buzan, les deux frères. En fait, Tony Buzan, il a juste découvert qu'à l'école il n'était pas très performant, qu'à l'époque il n'arrivait pas bien à apprendre les choses, et c'est surtout parce qu'il n'exploitait pas toutes les manières, les pensées rayonnantes qu'il a définies, et la création de son cerveau en fait. Puisqu'à l'école c'est très linéaire, on écrit sur des lignes, on écrit de gauche à droite pour nous dans notre culture, et on écrit avec souvent d'une couleur, voire deux, trois, mais pas, on colore pas extrêmement les choses, et on écrit surtout avec des lettres. Ce qui rend les choses extrêmement cadrées et linéaires. Et en fait, il a découvert que il fallait beaucoup plus exploiter l'apprentissage et les connaissances, c'est-à-dire faire des liens neuronaux comme dans notre cerveau, et donc par exemple apprendre, prendre des notes, même lire un livre, prendre des notes point de vue d'un livre, peu importe, en fonction de comment fonctionne notre cerveau, c'est-à-dire avec une image centrale qui permet de donner le thème très coloré, très décidé. À partir de cette image centrale, partir comme un brainstorming, beaucoup le connaissent, brainstorming sur plusieurs idées avec un seul mot à chaque fois, pas plus, pour pas rendre justement ça linéaire comme auparavant. Et à chaque fois, chaque mot, c'est au mieux utiliser une illustration colorée au maximum, décidée au maximum. Et donc en fait, ça paraît assez bête, ça paraît assez simple aussi, mais au final, c'est un réel entraînement que moi, par exemple, depuis que j'ai lu ce livre, j'utilise au quotidien, mais vraiment au quotidien, je n'écris plus de textes normaux, je fais tout en mind map. Donc ce qui peut paraître bizarre pour une personne qui ne l'a jamais utilisé, mais par exemple, regardez, c'est pour écrire cette vidéo. J'ai tout mis sur un petit post-it comme ça, et j'ai tout mis en forme de mind map, c'est-à-dire que moi je l'ai de manière chronologique, donc de manière chronologique je pars de ci avec cette flèche, et je tourne pour aller ici jusqu'à Tony Buzan, donc là c'est la fin de la vidéo. Mais voilà, je pars sur les stars, etc. Les dessins, bien sûr, c'est très personnel, un mind map, ça peut pas être partagé, ça ne sera pas compris par les autres, puisque c'est ce qui se passe dans votre cerveau. Par contre, l'avantage du mind map, c'est que vous mettez une image sur un mot et vous utilisez toute la pensée rayonnante du cerveau. À l'inverse, l'image est très importante, puisque à l'inverse, le mot ne définit rien en soi. Si je vous parle donc par exemple d'un chat noir, vous allez tout de suite voir l'image d'un chat noir dans votre tête et dans votre esprit. Ce n'est pas le mot qui définit l'image, mais c'est l'image auquel on a donné un mot pour pouvoir communiquer. Mais du coup, chaque chose est entre images, et à l'intérieur de nous-mêmes, tout s'exprime en images. Si je vous parle d'un ballon de foot rouge, vous allez le voir aussi dans votre esprit, etc. Et donc le système des mind maps utilise toute la créativité du cerveau pour déjà rendre beaucoup moins pénible et fastidieuse la manière d'apprendre, puisque c'est très créatif, ça vient vraiment de nous, il y a vraiment une personnalisation. Votre voisin qui pourrait prendre pourtant une même conférence en notes va complètement changer sa vision des choses, n'aura pas du tout le même mind map, donc c'est très personnel puisque ça se passe en interne, et ça permet de retenir extrêmement rapidement. C'est-à-dire qu'une personne qui utilise un mind map, par exemple en lisant un livre, peut résumer tout le livre dans un mind map. Par exemple, pour vous donner une idée, c'est de partir de l'image centrale qui est le titre du livre illustré. Donc là, par exemple, on le ferait avec mind map, peut-être dessiner en violet, etc., avec un petit peu la forme du livre, etc., faire ressortir le côté pour qu'on voit bien le livre avec la page de couverture. Et ensuite, faire autour de ça, créer des branches avec les grands sujets. Donc pour ça, pour créer le mind map, il va falloir lire par exemple différentes parties. Là on voit ici que sur le sommaire il y a la partie 1, le potentiel mental, la deuxième, bienvenue dans l'univers des mind maps, le troisième c'est l'apprentissage des mind maps, et les dernières parties c'est l'avenir des mind maps. Peut-être créer 4 branches avec ces 4 thématiques illustrées, et à chacune de ces branches faire ressortir des idées clés. Vous n'allez pas repartir en fait avec un mind map comme si ce qui fera pas le contenu du livre, mais ça ne sert à rien de recopier le livre. Vous pouvez essayer de recopier le livre, ou même en résumé du livre en linéaire, je pense que vous n'y arriverez pas à le retenir, ou du moins il sera très fastidieux de le retenir. Alors qu'avec un mind map,
vous allez pouvoir retrouver par une image tout de suite associer l'idée qui est associée à cette image. Donc tout de suite, en une fraction de seconde, vous allez pouvoir vous rappeler, vous allez pouvoir vous retenir de tout ce qui est autour de cette image, de tout ce qui est associé, puisque l'image est très importante dans le cerveau. Donc c'est quelque chose qui me tenait extrêmement à cœur de terminer par Tony Buzan, parce que ce livre, vraiment, j'insiste. J'insiste encore une fois, je le reprends, je vous le remonte, mais ce livre est vraiment excellent et doté de plein d'illustrations, de mind map. Justement, chaque chapitre est défini en mind map, donc ça nous aide aussi à comprendre et à voir, vraiment à comprendre le principe du mind map. Et c'est absolument génial, c'est de plus en plus utilisé quand même, surtout dans les écoles, etc. C'est quand même, dans les universités, ça commence à s'utiliser de plus en plus. Et je conseille toutes les personnes qui veulent s'y mettre à utiliser, parce que là, vous allez prendre goût à prendre des notes, à écouter, à retranscrire. Ça va être vraiment une partie de plaisir en fait. Et même voilà, comme je vous l'ai dit, écrire mes vidéos, c'est sous forme de mind map. Donc voilà, ça me donnait beaucoup à cœur de finir cette petite vidéo sur les stars du cerveau, puisqu'en plus Tony Buzan est professeur associé à la Brain Trust, et qu'il a été notamment Brain of the Year. Donc ça achevait bien cette vidéo. Donc voilà sur mes stars du cerveau. Si vous aussi vous connaissez des personnes qui utilisent leur cerveau de manière assez incroyable, et ça pourrait être très intéressant et enrichissant, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas surtout à me dire. Et puis moi du coup je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Hein, on fait comme ça? T'es d'accord? À la semaine prochaine.